Le MiG-29 est un chasseur d'origine soviétique, idéalement conçu durant la guerre froide, lorsque l'Union soviétique cherchait à surpasser les progrès occidentaux en matière d'interception de bombardiers et de supériorité aérienne. Présenté pour la première fois à la fin des années 70, le projet visait un appareil léger doté d'un excellent rapport poussée-poids et d'une manœuvrabilité exceptionnelle à haute vitesse. Son turboréacteur Klimov RD-33, capable de générer jusqu'à 9500 kg force de poussée en post-combustion, offrait au jet des accélérations et des montées abruptes impressionnantes pour l'époque. De plus, le MiG-29 intégrait des collectivités de contrôle à poussée vectorisée et une assistance hydraulique de vol, permettant aux pilotes d'exécuter des manœuvres extrêmes telles que le célèbre Cobra de Pougatchev et le Kulbit. 40 ans plus tard, dans un contexte radicalement différent de celui imaginé par les ingénieurs soviétiques, l'aviation ukrainienne fait appel à ces mêmes avions pour affronter un adversaire équipé des systèmes anti-aériens les plus modernes au monde. Dans ce conflit asymétrique, où la supériorité numérique et technologique russe bute sur la créativité et la résilience ukrainienne, le MiG-29, bien que vétéran, continue de démontrer son utilité. Toutefois, pour frapper des cibles à très longue portée, un usage jamais prévu dans son manuel de pilotage original, il fallait compenser l'absence de toute interface numérique moderne. Son cœur électronique a été conçu avant l'avènement des puces de système de positionnement global, de la navigation inertielle de dernière génération et même du concept élémentaire de réseau de données en temps réel. La solution à ce défi tactique et technique est née lorsqu'un petit groupe d'ingénieurs et de programmeurs ukrainiens travaillant sous la pression du renseignement et avec des ressources limitées a réalisé qu'il suffisait d'un simple maillon numérique entre le chasseur et les nouvelles armes guidées. Ils ont développé une application dédiée pour iPad, une tablette au matériel GPS et à la connectivité sans fil bon marché et largement répandue. Fixé au tableau de bord, l'appareil réceptionnait les données de satellite en temps réel et convertissait les coordonnées géographiques en protocole de guidage compatible avec les bombes françaises AASM Hammer. C'était comparable à adapter un baladeur des années 80 pour qu'il diffuse des fichiers en streaming. Deux mondes a priori incompatibles, mais reliés par la magie du logiciel. L'instant décisif de cette innovation survint dans la nuit du 26 mai. Vers 5h45, la ville de Belgorod, dans le sud-ouest de la Russie, dormait encore sous le silence des sirènes désactivées. Sur un aérodrome secret ukrainien, un pilote fort de 40 années d'expérience, formé à l'époque soviétique et habitué aux procédures de l'OTAN, s'installait dans le cockpit d'un MiG-29 certes ancien, mais soigneusement entretenu. Vêtu de son équipement de vol pressurisé et raccordé à son oxygène, il abaissa son casque, brancha l'iPad via un adaptateur improvisé, enclencha l'allumage des moteurs RD-33, et ressentit la vibration caractéristique du post-combusteur, rugissement, qui confirmait que, malgré les ans, la machine était toujours belle et bien vivante. Lorsque les turbines atteignirent leur régime de croisière et que les premières lueurs de l'aube teintaient le ciel d'orange, le pilote s'élança sur la piste courte et fit décoller le MiG-29 selon un angle de montée précis. La montée initiale fut exécutée au millimètre près, de façon à permettre ensuite une descente extrêmement basse, à 50 mètres d'altitude, position critique pour éviter d'être repéré prématurément par les radars S-400, dont la portée en ligne de visée se limite à 25 km lorsque la cible vole à peine au-dessus du sol. Dès que les roues se rétractèrent, l'avion piqua comme une flèche au-dessus des champs de blé, entraînant dans son sillage une danse de grains et de poussière. Pendant ce temps, l'iPad actualisait en continu les coordonnées GPS via un satellite ukrainien, affichant sur son écran numérique la trajectoire sécurisée et l'instant exact du largage.
Après avoir franchi la limite des 25 km du quartier général du FSB, l'horloge interne de l'appareil indiqua 6h15. Le pilote corrigea alors légèrement le manche pour stabiliser le vol et appuya sur la commande de largage. 2 bombes AASM Hammer, chacune pesant 250 kg, se détachèrent des ailes dans un cliquetis sec répercuté dans toute la cellule. Quelques instants plus tard, le signal de la manœuvre de toss bombing retentit. Le MiG-29 piqua vers le haut à 45 degrés, soumettant le pilote à des forces G intenses, renforcées par le gilet antigravité qui gonfle pour empêcher le sang de descendre vers les jambes. L'altimètre bondit de 1000 à 3000 mètres en quelques secondes, tandis que les indicateurs d'alerte illuminaient le tableau de bord de lueurs rougeoyantes, signalant la détection imminente. Le radar de contrôle de tir S-400, situé quelques kilomètres plus loin, verrouilla alors le chasseur et prépara son missile d'interception. Mais le pilote avait déjà accompli sa part. Après avoir largué les bombes, il pivoта violemment le manche pour replonger en vol rasant, disparaissant quasi instantanément des écrans ennemis. Les AASM Hammer, désormais libres, activèrent leur moteur fusée. Un éclair incandescent au niveau de la tuyère arrière propulsa chaque engin à vitesse supersonique, maintenant une trajectoire ascendante sur de nombreux kilomètres avant de percer l'air frais du matin. Avec une portée étendue à 70 km et une précision de 1 mètre, elles poursuivirent seules leur course, corrigeant leur trajectoire grâce à leur centrale inertielle et s'adaptant aux moindres vents latéraux. En à peine 2 minutes, la première AASM Hammer s'enfonça dans le toit du bâtiment du FSB. L'espolette de retard, programmée à 25 millièmes de seconde après le premier impact, détonna les 87 kg d'explosifs en son cœur. La construction, un édifice moderne de 5 étages en béton armé, ne résista pas. L'explosion génère une surpression supérieure à 200 psi et une onde de choc atteignant 8000 mètres par seconde, assez puissante pour pulvériser murs, fenêtres et structures internes. Les colonnes dirigèrent les ondes vers l'intérieur, amplifiant encore la force du choc et projetant des éclats de verre à jusqu'à 300 mètres. Mobilier, armoires et étagères se muèrent en projectiles métalliques, frappant les parois restantes. La seconde bombe tomba 3/10 de seconde plus tard, frappant un point vital à quelques mètres du premier impact. Il en résulta un effondrement progressif. Le 5e étage s'effondra sur le 4e, déclenchant une réaction en chaîne de destruction qui engloutit chaque palier jusqu'au rez-de-chaussée. En moins de 5 secondes, le robuste siège du FSB se transforma en un amas de décombres fumants, ne laissant que poussière et secrets. L'effet de cette attaque dépassa la simple dévastation matérielle. C'était la première fois, depuis le début du conflit, que les services de renseignement russes étaient frappés à l'intérieur même du territoire russe. Les sirènes anti-aériennes retentirent à Belgorod. Les civils se réfugièrent dans des abris de fortune et le récit officiel d'un conflit professionnel et distant s'écroula en même temps que l'édifice. Le président Poutine, face aux caméras du monde entier, dut admettre que son bouclier S-400 n'était pas infaillible, contraint de redéployer des moyens politiques et militaires pour protéger ses propres villes. Dans les jours qui suivirent, les analyses militaires mondiales soulignèrent le caractère à la fois symbolique et pratique de l'opération. Pour un investissement inférieur au coût d'un missile conventionnel, l'Ukraine démontra que l'innovation asymétrique, alliée technologie civile à bas coût et systèmes militaires anciens, pouvait vaincre les défenses les plus redoutables. Les enseignements se propagèrent. Radars mobiles, drones bon marché et guerre électronique de faible coût devinrent des priorités dans les écoles et laboratoires de défense. Aujourd'hui, la prouesse du 26 mai 2025 symbolise l'avènement d'une nouvelle ère des hostilités.
celle où logiciel, créativité et adaptation rapide surpassent budget à 9 chiffres et arsenaux traditionnels. Le MiG-29, chasseur de 40 ans, renaît comme acteur d'une attaque futuriste grâce à un simple iPad coûtant 500 $ et à des bombes hybrides onéreuses. Ironiquement, les immenses radars S-400, jadis boucliers ultimes, sont devenus des balises, révélant leur position aux contre-mesures électroniques ukrainiennes et obligeant la Russie à entourer son bouclier de défense de courte portée, dans une course sans fin entre couches de protection. Tout cela commença par l'ingéniosité de quelques hommes et un simple tablet fixé au tableau de bord d'un MiG-29. Et vous, qu'en pensez-vous? Dans la guerre de demain, qu'est-ce qui pèsera le plus? Disposer de l'équipement le plus avancé ou posséder l'esprit capable de transformer n'importe quelle plateforme en une arme innovante? Partagez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et diffusez ce récit à ceux qui s'intéressent à l'art de la guerre moderne. À bientôt.